Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule La Virginienne. Il s'agit d'un roman de Barbara Chase-Ribot publié en 1881. Nous sommes en 1830. Sally Hemings a 56 ans et elle vit avec ses deux fils, Madison et Eston, dans une case en Virginie, plus précisément à Monticello. Ils sont tous trois des esclaves affranchis. Tandis qu'elle est seule chez elle, Nathan Longton, un agent du recensement, vient la questionner. Il écrit sur son registre qu'ils sont tous trois de race blanche, sans toutefois le dire à Sally. La raison de cet acte est qu'il sait qu'elle était la maîtresse de Thomas Jefferson et qu'il ne veut pas que l'ancien président soit coupable de métissage. La mère de Sally, Elizabeth Hemings, était le fruit d'une liaison entre un Anglais et une Africaine. Son père a voulu racheter Elizabeth et sa mère, mais sans succès. Elles ont été enfermées et elles ont tenté de s'évader plusieurs fois. Sa mère a fini par avoir la lettre R marquée au fer sur son corps, R pour renégat. Elizabeth a été mariée à un esclave avant d'être mariée à son maître. Le maître, John Weiss, a une fille d'un précédent mariage. Elle s'appelle Martha et elle épouse Thomas Jefferson. John Weiss se suicide avant d'avoir pu libérer sa femme et ses enfants. Elizabeth devient la propriété de Thomas Jefferson. En 1831, Nathan se rend plusieurs fois chez Sally. Il commence une liaison. Quand Nathan lui apprend qu'il a inscrit Sally et ses deux fils en tant que blancs, elle se met en colère car il lui a pris sa couleur et car elle comprend qu'il a fait ça pour Thomas Jefferson et non pour elle. Elle le chasse de sa maison. On a un flashback en 1787. Enfant, Sally était dans la grande maison de Monticello, dirigée par Thomas Jefferson. Quand elle a 14 ans, elle va à Paris pour accompagner Polly, une des filles de Thomas Jefferson. Le maître est à ce moment-là aussi à Paris et il a 44 ans. Sally se retrouve momentanément libre en France car l'esclavage y est proscrit. Elle retrouve James, son frère, à l'ambassade. Sally et Thomas Jefferson se rapprochent de plus en plus. La veille du départ de Thomas Jefferson, ils couchent ensemble. De retour, ils continuent leur liaison. James veut que Sally profite de l'influence qu'elle a sur Thomas Jefferson pour demander la liberté à tous les deux, mais Sally ne le fait pas. Sally tombe enceinte. Thomas Jefferson lui promet d'affranchir ses enfants contre la promesse qu'elle reste avec lui. Thomas Jefferson repart chez lui en Amérique avec Sally et son frère. Thomas Jefferson promet au frère de l'affranchir une fois qu'il aura transmis son savoir-faire de cuisinier à un des cuisiniers personnels. Sally accouche de son premier enfant en Amérique. En 1833, Nathan interroge Quincy Adams sur Sally. Il dit qu'à Monticello, cette relation ne gênait personne et que les enfants de Sally avaient été élevés avec et comme ceux de la maison. Le scandale n'éclatera qu'à partir du second mandat de Thomas Jefferson. Nathan cherche à en savoir plus avec Aaron Burr. Nathan va aussi auprès du colonel Trumbull pour avoir les portraits de Sally qu'il avait faits. Il lui demande de lui en reproduire un en peinture. Trumbull refuse et il déchire ses papiers sur lesquels il avait dessiné Sally. Au Noël 1795, James est émancipé. Thomas Jefferson a vendu des esclaves pour éponger ses dettes. Il pense à en hypothéquer quelques-uns. En 1797, Sally accompagne Thomas Jefferson à Philadelphie. Elle s'aperçoit que dans cette ville, il y a des esclaves émancipés, mais elle est étonnée de voir des personnes de couleur noire, riches et non nées esclaves. Jefferson devient le second vice-président des États-Unis. En 1800, le frère de Sally revient à Monticello. Il leur raconte la Révolution française et il voudrait que les esclaves fassent de même. Il propose de retourner en France avec sa sœur. Sally refuse. Son frère se pend peu après. Thomas Jefferson devient président des États-Unis.
En 1802, Callender dénonce Sally dans un article de journal. Avant, les journaux n'y avaient fait qu'allusion, là, il y a un scandale qui débute. Thomas Jefferson se fait réélire. Maria décède. Sally demande à Thomas Jefferson d'émanciper ses enfants, mais il dit qu'il ne peut pas. Il y a différents problèmes historiques et politiques. Il y a un embargo, il y a un procès avec Burr. Thomas Jefferson dit à Sally que la nouvelle maîtresse de maison est Martha, alors qu'il lui avait dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle maîtresse de maison à Monticello. Un fils et une fille de Sally partent. Thomas Jefferson vieillit, puis meurt. Il a libéré ses 2 fils avant de mourir, mais pas Sally. Madison apprend à sa mère que Martha met Monticello aux enchères. Martha libère Sally. En 1826, il y a un inventaire des esclaves signé par Thomas Jefferson Randolph. Il s'agit du petit-fils de Thomas Jefferson. Il s'agit d'une œuvre historique. Elle relate des œuvres vraies historiquement parlant et elle relate des faits qui peuvent être vrais, par exemple la liaison, mais qui ne sont pas prouvés à 100%. C'est également une œuvre de fiction. Certains aspects doivent être tirés de l'imagination de l'auteur. L'histoire peut différer de ce qu'en raconte l'auteur. Ce livre nous raconte une histoire d'amour entre Sally Hemings et le président américain Thomas Jefferson. Sally était une métisse et une esclave de Thomas Jefferson. Elle travaillait à Monticello, en Virginie, mais elle a aussi travaillé un moment en France. Thomas Jefferson était le 3e président des États-Unis qui est entré en fonction entre 1801 et 1809. Il y a beaucoup de rumeurs sur cette liaison et il y a eu beaucoup de débats d'historiens qui sont encore actuels au sujet de cette liaison. Des tests ADN ont été effectués sur les descendants de Sally pour déterminer si oui ou non Sally et Thomas Jefferson ont eu une liaison. La liaison dure 38 ans. Elle dure dès 14 ans de Sally jusqu'à la mort de Thomas Jefferson. Sally assistera à la vieillesse et à la mort de son amant. Elle assistera à ses mandats de président et à ses autres prises de fonction. Dans le roman, elle accouche de 6 enfants ayant pour père Thomas Jefferson. Le roman est organisé en de nombreux flashbacks. Les scènes principales se déroulent en 1830-1831. En 1831, Thomas Langdon, qui rend visite à Sally, est chassé de chez elle après qu'elle ait appris qu'il l'a inscrite comme blanche. Nathan mène l'enquête sur le passé de cette femme. Il est amoureux d'elle et il cherche de nombreux éléments auprès de différentes personnes qui permettront de rassembler son passé. Le premier flashback a eu lieu en 1787, quand Sally a 14 ans, et ces flashbacks durent jusqu'en 1827, c'est-à-dire au moment du démantèlement de Monticello. Ce livre est très dur, et il est très dur déjà par rapport à Sally. Elle est la maîtresse de Thomas Jefferson, mais Thomas Jefferson ne la franchira jamais, il la gardera comme esclave. On n'a pas l'impression qu'il aime Sally. Sally par contre semble aimer cet homme. Elle aurait pu rester en France et être libre, mais elle a choisi de suivre son amant en Amérique. Elle aurait pu partir quand son frère lui a proposé de retourner en France, mais elle ne l'a pas fait. C'est une femme aveugle, mais cependant on sent une certaine force en elle. Elle a la vie qu'elle a choisie. Elle a choisi d'être la maîtresse de cet homme et elle l'assume jusqu'au bout, de son adolescence jusqu'à la mort de son amant. Elle assume aussi cette liaison malgré le scandale qui éclatera. Le scandale n'est pas que Thomas Jefferson est une maîtresse, ce n'est pas non plus parce que ce n'est pas quelqu'un de la haute, mais d'une domestique, mais c'est surtout parce qu'il s'agit d'une esclave quarteronne. On sent un attachement de Sally envers Thomas Jefferson, mais cet attachement n'est pas réciproque. Ça se voit quand il ne tient pas ses promesses. Thomas Jefferson lui promet la libération de ses enfants durant longtemps, mais il ne le fait que dans sa vieillesse. Il lui promet de ne plus avoir de maîtresse de maison, or il choisira Maria. On a vraiment l'impression qu'il l'utilise.
Ce livre est également dur dans le sens où le traitement des individus à la peau noire y est inscrit. Ils sont esclaves, ils sont la propriété de leur maître, ils n'ont aucun droit, ils doivent toujours obéir, ils se font exploiter, ils subissent de nombreux traitements, voire même des mises à mort sans véritable motif, ils peuvent être vendus pour éponger les dettes, voire même hypothéqués. Pour moi, le pire du pire est la liste des noms lors de la vente de la propriété. Ces noms sont associés à un prix, avec des prix faibles pour les enfants et pour les personnes âgées, mais élevés pour les jeunes adultes, surtout pour les hommes. Thomas Jefferson peut être vu comme un héros. Il était un des rares à vouloir aller dans le sens de l'abolition de l'esclavage. Il était aussi un des seuls à défendre les esclaves, mais il y a certains passages qui sont clairement horribles. Par exemple, il y a quand il fait des calculs pour savoir à partir de combien de croisements on peut considérer un individu comme mulâtre. Il y a aussi quand il dédramatise les meurtres d'hommes blancs sur les esclaves. On remarque que Thomas Jefferson, malgré tout, est esclave des idées de son temps, mais la société n'est pas la seule responsable de comment il est. Il y a de sa faute aussi. Ce roman met en opposition la France et l'Amérique. En France, il n'y a pas d'esclavagisme, il y a une idée de révolution qui se passe en même temps que la liaison de Sally et de Thomas Jefferson. Par contre, aux États-Unis, il y a un esclavagisme à grande échelle, il y a aussi une idée de fatalité. On a beau se battre contre l'esclavagisme, cette traite est tellement ancrée dans le pays que ça revient à se battre contre des moulins à vent. Elle exprima tout haut, avant de s'en rendre compte. Les gens libres, que font-ils? Ils travaillent pour eux-mêmes et pour leur famille, répondit James. Ils sont payés pour leur travail. Ils vont où ils veulent et font ce qu'ils veulent selon la nature et les besoins de leur métier. Ils sont propriétaires. Nul ne peut les emprisonner, les marquer, les battre et les tuer impunément. Et nul ne peut les vendre. James Hemming essayait de contenir sa colère et d'expliquer comme il l'aurait fait à un enfant, se souvenant que sa sœur n'était encore qu'une enfant. Les gens libres se marient et ont des enfants qui leur appartiennent, dont ils sont responsables, et qui à leur tour prennent soin d'eux quand ils sont vieux. Les gens libres font ce qu'ils veulent sans demander la permission à quiconque. Beaucoup sont comme nous, des mulâtres, des métis, des quarterons, mais il y a aussi des noirs émancipés. Dans les Indes occidentales, on peut acheter sa liberté en mettant suffisamment d'argent de côté. Même en Amérique, il y a des esclaves qui l'ont fait. James respira profondément et continua. Les hommes libres défendent leur maison, leur foyer, leurs enfants et leurs femmes. Ils se réunissent avec leurs amis où et quand ils veulent. Ils choisissent de prendre des vacances et de voyager sans la permission de quiconque. Ils ont des droits et peuvent se défendre devant la justice. Les gens libres ont des noms de famille qui se transmettent de père en fils. Ils ont des biens et ils peuvent apprendre à lire et à écrire. Mais nous savons déjà lire et écrire, et nous avons un nom de famille, dit Sally, se raccrochant à la seule chose qu'elle comprenait. Pas le nôtre, le nom de famille d'un blanc, et à quoi nous sert de savoir lire et écrire? Écrire et lire, c'est pouvoir s'élever dans le monde, non pas distraire son maître ou sa maîtresse en récitant comme un singe savant, ou leur faire la lecture quand ils sont trop paresseux pour le faire eux-mêmes. Nous devons refuser de rentrer en Virginie et nous préparer au jour où on nous l'ordonnera. Le démantèlement de Monticello par la vente des esclaves en 1827, l'abomination de voir vendre les miens, de voir estimer, étiqueter, évaluer le moindre meuble, chaque drap, chaque rideau, chaque plat, chaque livre, chaque tableau, sculpture, chaque pendule, vase, lit, table, cheval, mule, porc ou esclave ayant appartenu à Jefferson, tout ce qui avait constitué sa personne, ses pièces et ses morceaux, ses choix, ses favoris, ses oreilles, ses mains et ses yeux, ce fut la plus grande peine et la plus grande pitié de ma vie. Son existence avait été découpée, divisée en lots, évaluée par les enchérisseurs qui encombraient la maison. Les bribes et les morceaux de sa vie avaient été fouillés, maniés, pesés, inspectés et mis à prix. Tous les objets, tous les animaux, tous les êtres humains, mort comprises. Je méprisais la foule assemblée en cette journée de janvier devant le portique ouest, venue enchérir, tels des vautours, sur la carcasse de ce qui avait été un homme et sa demeure. Si seulement il n'avait pas aimé si fort toutes ces choses, si tout n'avait pu être qu'une collection et non pas amour et souvenir.